Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédot. On se retrouve pour vos grands débats de l'été en direct jusqu'à midi. Et laissez-moi vous présenter ceux qui vont ferrailler sur l'actualité du jour. Geneviève Gottsinger, présidente de l'agence Image, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Frédéric Vardon, chef cuisinier, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes notamment le propriétaire du 39V et du Café Max à Paris. Augustin Moriot, journaliste au Figaro TV, bonjour. Bonjour Maxime et bonjour ancien à tous. camarade de Sud Radio, donc ravi de vous revoir à l'intérieur de ce studio cette fois-ci. Et Patrick Vignal, ancien député Renaissance de l'Hérault. Merci d'être avec nous, mon cher Patrick. On aura besoin, je crois, de vos lumières pour comprendre ce qu'on a appelé pendant un temps la pensée complexe du macronisme. On y reviendra dans quelques instants. Je sais pas de quoi vous parlez. Justement, on va y revenir. Vous avez vos habitudes, 0826 300 300, c'est le numéro qu'il faut composer. J'aperçois au loin le camarade Manu prêt à jaillir sur le téléphone dès que vous appelez ce numéro, mais également d'ores et déjà l'application Sud Radio et les réseaux sociaux pour participer, converser avec nous dans ce studio sur les différents thèmes du jour. Et justement, êtes-vous prêt peut-être dès la rentrée à commencer à trinquer en famille, entre amis, au bureau avec du vin, mais du vin sans alcool? Alors vous pensez que c'est une blague, certains regards sont déjà furieux autour de la table, mais hélas c'est peut-être une réalité beaucoup plus proche qu'on ne veut le voir. Les chiffres sont d'ailleurs assez sidérants. Le vin classique pourrait perdre 25% de ses parts de marché d'ici 2035, alors que le vin sans alcool pourrait exploser. Et c'est notamment l'idée d'une start-up dans le Gers dont on va discuter, qui est de faire quoi? En réalité, d'enlever les molécules d'alcool dans le vin. Ce sera notre sujet de discussion dans 3 quarts d'heure. Et puis, est-ce que finalement, on peut commencer à se poser la question des économies? Où est-ce qu'on peut vraiment les faire? Et pourquoi pas du côté de la CAF, qui distribue une aide dans certains départements, c'est le cas dans l'Oise, dans les Hauts-de-Seine, dans l'Isère, dans la Sarthe par exemple, pour, je cite, des dépenses liées à l'amélioration du cadre de vie. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est des allocations sous forme de prêt, sous forme d'argent tout simplement, pour acheter par exemple un canapé ou un ordinateur. Est-ce le rôle de la CAF? Beaucoup seraient peut-être tentés de dire non, ou peut-être au contraire en train de dire mais écoutez, ça coûte de l'argent, un bel ordinateur quand on travaille, avec l'essor peut-être du télétravail, ou un bon canapé. Est-ce que c'est le rôle de la CAF de distribuer de l'argent public ainsi? On en discutera dans quelques instants. Mais la question qu'on va se poser à présent, le macronisme survivra-t-il à Emmanuel Macron? Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédot. Ah bah oui, c'est la question, 0826 300 300. La une de Valeurs Actuelles, aujourd'hui, qui on voit? Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, avec cette phrase: en réalité, le macronisme n'ira pas jusqu'à Emmanuel Macron. Il n'y a qu'une seule ligne assumée au sein de LR. Et s'il dit que le macronisme n'est ni un mouvement politique, ni une idéologie, il assure que le en même temps génère de l'impuissance. Est-ce que c'est votre sentiment aussi autour de la table, ou est-ce qu'au contraire, il y a quand même l'avenir du macronisme déjà en marche pour faire le lien entre les différentes appellations qu'a pu avoir le parti politique du président de la République? On voit déjà Gabriel Attal, on voit Elisabeth Borne, qui ont d'ailleurs tous les deux réagi. Mais première réaction, Patrick Vignal, vous, l'ancien député, comment vous analysez, on va dire, cette phrase de Bruno Retailleau sur l'avenir de ce que pouvait être la pensée politique du président de la République? Écoutez, d'abord un constat. Moi, j'ai été un des premiers parlementaires à suivre Emmanuel Macron. Je trouvais qu'il a mené une régénération de la vie politique, il a mené une jeunesse, une fraîcheur. Est-ce que le macronisme, ça va perdurer? Oui, c'est vrai que je vous signale que tous les présidents ont incarné quelque chose. D'ailleurs, souvent, quand on se présente présidentiel, on incarne. Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy à sa façon, François Hollande à sa façon. Donc, le macronisme, oui, pour l'instant, c'est incarné par une personne qui s'appelle Emmanuel Macron. Mais c'est pas le plus important. Moi, ce qui me gêne dans la démarche de Bruno Retailleau, elle est politique d'abord. Moi, je vais vous dire, je ne crois pas, et je le regrette, au bipartisme politique, la gauche et la droite. Et je vais vous dire pourquoi. Malheureusement, on est rentré dans une période de tripartisme. Mélenchon, cette extrême gauche, c'est presque rassurant. Mais vous allez voir, l'Assemblée nationale, c'est 11 petits mouvements. Mais vous allez comprendre. Jean-Luc Mélenchon, l'extrême gauche, elle va baisser, mais elle sera toujours là. Pas l'extrême droite, le Rassemblement national sera là. Les Républicains ne savent pas où ils vont pencher. Éric Ciotti a choisi. On a quand même une idée avec Bruno Retailleau, c'est plutôt à droite. Là. Vous verrez, Éric Ciotti n'est pas allé, et vous avez ce bloc central qui a un peu de mal à s'aimer, je l'avoue, entre Horizon, Renaissance et Modem. Donc quand Bruno Retailleau nous dit il y aura un bipartisme, il se trompe. Premier point. Deuxième point, là où ça me gêne, et moi je suis clair, vous savez que je suis dit les choses. Quand il est arrivé à Beauvau, je me suis dit, tiens,
on a eu un bon Darmanin, parce que Darmanin dira ce qu'on voudra, il a augmenté de 60% les effectifs, il dormait jamais. Moi, j'ai souvenir quand j'étais... De toute façon, personne dort tout le temps. Personne dort maintenant en politique. Non, plus personne dort. Les présidents ne dorment plus, les ministres ne dorment plus. À Beauvau, on ne dort pas. Gérard Collomb... Lié à Darmanin en particulier. Non, mais Collomb me le disait, Cazeneuve aussi. Ce qui me gêne chez Bruno Retailleau, c'est qu'en fait, il a incarné le premier flic de France, j'ai pas de problème. Il prend la présidente des LR et ça y est, comme beaucoup chez moi, ça y est, il est dans le costume du candidat à la présidentielle. Et le troisième point, ce qui me gêne, c'est quand il dit l'impuissance. Ça suffit maintenant, arrêtons de montrer les muscles. Et puis le dernier point, cher monsieur, je l'ai écrit au président, donc je vais vous le dire à vous, en exclusivité à Sud Radio. Mais moi, si je suis le président Emmanuel Macron, je confie les clés des affaires étrangères à Bruno Retailleau. J'ai dit, Bruno, va me régler le problème de Bolem Samsa et du journaliste arrêté, parce que tu sais tout faire. Vous savez, 80% des gens ne croient plus à la parole politique, parce que dès qu'on arrive, on dit, je vais régler le problème. C'est très complexe tout ça. Être membre du gouvernement sous l'autorité du président de la République est une responsabilité particulièrement lourde qui ne tolère ni les provocations ni les petits calculs politiques. C'est ce que disait en tout cas le parti Renaissance suite à la présence de Bruno Retailleau, la une de Valeurs Actuelles. Je vous voyais réagir et faire des petites moues de désaccord, Augustin Moriot, journaliste au Figaro. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on parle du macronisme. Est-ce qu'il survivra à Emmanuel Macron en tant que tel, donc à post-2027 mais est-ce que le macronisme survivra à la campagne présidentielle déjà? On voit que, vous l'avez dit tout à l'heure, chez moi, il y a trop de candidats, Darmanin, Philippe, Attal, etc. Qui est le candidat du macronisme? A priori, c'est Gabriel Attal. On voit que Emmanuel Macron lui-même, on va le dire franchement, a vraiment du mal avec Gabriel Attal. Euphémisme là aussi. Pas à adouber quelqu'un. Donc il a personnalisé lui-même. Tous, rappelez-vous. Il a personnalisé lui-même un mouvement en l'appelant En Marche avec ses initiales. Un moment narcissique par excellence. Ensuite, le macronisme en tant que tel, on parle du macronisme. Quelle théorie politique a survécu à un nom propre? Le gaullisme éventuellement. Le hollandisme, je ne sais pas ce que c'est. On a parlé tout à l'heure de l'incarnation d'Hollande. Donc tout à l'heure, vous aviez raison de parler du macronisme, qui n'est pas une notion qui va perdurer. Mais le dépassement politique, quand vous dites tripartisme, on voit le camp de la raison face aux extrêmes. Et à chaque fois, vous les associez entre eux, mais vous n'arrivez pas à faire un choix. On ne voit pas de choix clair, et il y a un bipartisme en réalité. Vous êtes d'accord? Pour vous, il y a des gens de droite et de gauche. Il y a des gens de droite et de gauche. Là, Augustin n'a quand même pas tort. En réalité, regardez Sacha Houlier qui rejoint Raphaël Glucksmann. Non, mais les dernières victoires. De gauche. Mais non, mais moi, ce qui me gêne, écoutez, je pense que c'est le vrai débat. C'est pas grave que Bruno Retailleau sorte du bois, c'est pas un problème. Ça permet d'avoir ce débat, justement, c'est pas mal. Et on sait qu'il est de droite, il a toujours dit. Je vais vous dire, moi, je suis convaincu d'une chose. Le vrai débat, c'est que vous avez une extrême gauche. Pour la citer LFI, ça pèsera combien? 12, 14 points présidentiels, on est d'accord à peu près? Attention, on a toujours sous-estimé Jean-Luc Mélenchon qui arrive toujours au dernier moment. On est d'accord. Mélenchon, c'est une extrême gauche. Vous avez le Rassemblement national, et j'ai pas employé le mot d'extrême droite, vous avez vu. Et vous avez les Républicains qui sont partagés. Est-ce qu'il faut qu'ils fassent les poches du RN ou qu'ils rejoignent le RN? Et vous avez un bloc central qui a de mal à se fédérer, et c'est des gens social-démocratie non chez parti et une droite sociale modérée progressiste. Écoutons tout le monde autour de la table avant de poursuivre le débat, notamment avec vous, auditeurs. 0826 300 300 pour participer à cette conversation concernant la fin du macronisme. Est-ce qu'il y aura un macronisme après Emmanuel Macron? Geneviève Kotzinger, pardonnez-moi, comment regardez-vous cette question? Moi, je crois pas. Moi, je pense qu'on reviendra après Emmanuel Macron à un clivage classique, droite-gauche, entre une gauche social-démocrate et une droite social-libérale. Je pense que c'est effectivement une parenthèse de la volonté d'un homme, mais quelque part une anomalie. La volonté de transcender un clivage qui est classique absolument partout, dans tous les pays du monde, et en tout cas en Europe, en fédérant finalement, en rassemblant une espèce de cercle de la raison avec justement cette gauche de gouvernement et cette droite de gouvernement ensemble. Là, on voit ce que ça donne autour de François Bayrou, on ne peut pas dire que ce soit révolutionnaire. Ça rend en réalité toute alternance impossible, parce que l'alternance n'est possible qu'avec l'extrême gauche ou l'extrême droite. Mais vous rejoignez Augustin Moriot qui disait, pardonnez-moi, de dramatique en réalité. Tout à l'heure, c'est-à-dire que si on regarde les dernières échéances présidentielles ou politiques ou électorales, on va dire que ce soit les législatives ou même les européennes et même les présidentielles de 2022, ils n'ont gagné qu'en incarnant la raison
face à ce qu'ils appelaient les Exactement. extrêmes. Frédéric Vardon, comment vous regardez, vous, potentiellement la fin du septennat, des 2 quinquennats d'Emmanuel Macron? Lapsus révélateur. Lapsus révélateur, exactement. Il y a une grande recette de cuisine qui n'a pas marché. Il y a eu un grand fait-tout de l'Assemblée nationale. Alors je ne suis pas aussi affûté que vous, je ne suis que chef et chef, mais moi je le vois tous les jours, c'est un grand fait-tout, on a tout mis dedans et on s'est dit on va faire en même temps. Ce qui était une bonne idée, parce que moi j'y ai beaucoup cru, ce qui était une bonne idée de dire mais oui, mais on peut pas avoir raison qu'à droite ou qu'à gauche, il y a forcément un milieu qui fait que... Des bonnes idées partout. Bien, il y a des bonnes idées partout, sauf que on a mis plein d'ingrédients et aujourd'hui c'est un espèce de grand fait-tout en cuivre et quand on tourne, c'est immangeable. C'est immangeable quand on gère une entreprise, c'est immangeable dans la société, c'est immangeable dans la sécurité, c'est immangeable dans les finances. Enfin, c'est immangeable. Pourtant, il y a ce qu'il faut en casserole. Ouais, non mais si vous voulez, c'est immangeable. Et moi qui vais me retrancher vers être un simple électeur, je vous dis 2027 pourvu que ce soit le plus loin possible, parce que je peux vous dire que je ne sais absolument pas ce qu'il va falloir faire. Parce que dans le en même temps où on pouvait se dire il y a un petit peu de tout, on met un peu de tout et puis on va essayer de trouver un consensus, une parole du milieu. Mais en réalité, là vous avez raison et on va poursuivre la discussion dans un instant après une courte page de pub. C'est la question, c'est-à-dire qu'on a longtemps cru que ça allait être un peu de droite et un peu de gauche et que c'est devenu un peu de rien. Et c'est aussi beaucoup de ce que disent de commentateurs, que ce soit sur la politique économique, que ce soit sur l'international, que ce soit sur la diplomatie. Il y avait des mots qui pouvaient être ou de droite ou de gauche et ensuite une politique qui n'a mené au final, ou très souvent, peut-être à un grand flou. On parlait de la marmite en cuivre avec un mélange un peu étrange à l'intérieur. Est-ce que le macronisme, ce sera ça, une recette qu'on aura du mal à relire dans quelques années? Peut-être. 0826 300 300, application de Sud Radio et les réseaux sociaux où je vois de nombreux commentaires également avec cette question: le macronisme va-t-il survivre à Emmanuel Macron? On se rejoint et on vous accueille évidemment au standard dans quelques instants. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. On est ensemble pour débattre de l'actualité du jour avec cette une de Valeurs Actuelles. Je ne crois pas au en même temps. La phrase est signée Bruno Retailleau. Il persiste et signe en assurant même que le en même temps, c'est de l'immobilisme et que le macronisme s'achèvera avec Emmanuel Macron. Et c'est la question du jour que je vous pose, auditeurs. 0826 300 300, Sud Radio, application également pour justement venir converser avec nous, faire évoluer la conversation sur ce sujet. Est-ce que forcément le macronisme va s'éteindre avec Emmanuel Macron? Au contraire, on a les phares de la suite, comme Édouard Philippe, comme Elisabeth Borne, comme Gabriel Attal. C'est quand même la question, et ça me fait un peu rire parce que on reprenait toutes les réactions qui tombent depuis hier soir. Ça va évidemment on l'a dit, du parti Renaissance qui trouve que c'est indigne. Marc Ferracci, par exemple, le ministre de l'Industrie, qui dit que le macronisme, bien sûr, est un projet politique dans lequel se sont reconnus et se reconnaissent encore de nombreux Français. C'est pourtant pas ce qui est évident quand on voit le nombre d'adhérents au parti, mais ça c'est pas grave. Ambroise Méjean également. Les LR n'ont pas gagné une élection nationale depuis 18 ans. Si Retailleau avait la moindre once de décence, cette simple réalité lui commanderait de se taire. À défaut, il peut démissionner. Patrick Vignal, vous avez connu cette majorité au summum. Moi, je me souviens de la prétention qui était on va bouleverser la politique. Il n'y a plus de droite, il n'y a plus de gauche. On va tout bouleverser. C'est drôle. En fait, c'est des vierges effarouchées. Non, mais cher ami, il faut quand même faire rêver les Français. Quand vous avez une campagne, vous allez dire il y aura que du sang, des pleurs et de la fureur. Les gens ne votent pas pour vous. Ça, c'est le premier point. Alors, tu en auras, Le deuxième point, je vais vous dire, moi, je suis clair. Quand vous êtes empêché d'être réélu, c'est le cas pour Emmanuel Macron, le soir du 22 juin, c'était fini son mandat. Pourquoi? Parce que vous avez des petits chevaux qui sortent de l'écurie, c'est comme ça. Troisième point, en France, on ne sait pas créer du consensus. C'est-à-dire qu'à l'Assemblée, je l'ai vu, où vous avez la majorité. Moi, j'étais en 2012 avec François Hollande. On était 340 parlementaires. Vous savez ce qu'on disait à l'opposition, y compris à Gérald Darmanin, quand je le croisais? J'écoute, t'es sympa, assieds-toi là, nous, notre projet, on va le voter. On arrive en 2022, on ne fait pas campagne, j'ai pas de souci avec ça, pas assez en tout cas, et on se retrouve avec un tripartisme à l'Assemblée, et les Français ne savent pas faire du consensus. Pourquoi? Parce que Jean-Luc Mélenchon, je vous le rappelle à tous, à 400 000 voix près, il était au deuxième tour. Donc, le Che Guevara, tous les jours, chef à plume, il se rêve d'aller aux élections. Est-ce que Marine Le Pen sera empêchée ou pas? Elle a un socle énorme de vrais militants. Donc vous croyez encore à la force d'un gros blanc central? Mais parce que
parce que ça sera obligatoire. Je vais vous dire, laisse-moi finir, les citoyens, ils sont prêts à ça. Ce sont les politiques qui sont pas prêts à ça. Parce que les politiques, ils pensent tout savoir. Et donc, à un moment donné, Bruno Retailleau fait comme certaines de ma majorité, et il a le droit. Il a eu 120 000 personnes qui ont voté pour lui. Les Républicains reprennent un peu de lumière, donc il se dit, pourquoi pas moi 0826 300 300. Bonjour Ludovic. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Merci beaucoup d'appeler Sud Radio. Comment vous observez, vous, ce petit mouvement politique ? Est-ce que vous croyez qu'on va avoir comme ça encore peut-être un bloc central, ni de droite ni de gauche, en même temps après 2027, ou c'est Emmanuel Macron qui porte tout ? Alors, je pense pas que Emmanuel Macron porte tout. Il a eu un mouvement, une approche de pensée. Il a été révolutionnaire dans son approche en dissidant la mentalité, vieille mentalité française droite ou gauche. Donc, c'est ce qui lui a créé pour moi une plus-value. Maintenant, est-ce qu'il doit rester, sa pensée doit rester à titre personnel? Je ne le souhaite pas. Quand on Pourquoi Ludovic, par exemple? Quand on voit dans l'état où est le pays, les problématiques, moi je me déplace très régulièrement, j'entends beaucoup les Français râler, que ce soit les patrons, les ouvriers, les cadres, les fonctionnaires. On est dans une problématique importante où le service public est dépéri de jour en jour. Donc je pense qu'il est important de pouvoir redonner la force et la puissance de notre pays qui a, à mes yeux, un pays magnifique avec des capacités incroyables. Et vous mettez ça, pardon Ludovic, vous mettez ça forcément sur le dos du président de la République. Il y a aussi l'argument qui consiste à dire que de toute façon, qui aurait pu mieux faire avec la succession de crises, le déclenchement d'une guerre aux portes de l'Europe, évidemment le Covid, plus les Gilets jaunes, c'était quand même 7 années mouvementées. Alors je suis d'accord avec vous, je dis pas que le monde aujourd'hui est quand même problématique. Maintenant je pense qu'aussi on peut apaiser les situations. En ce qui concerne le Covid, aujourd'hui il y a certaines rumeurs, approches qui peuvent mettre en perspective l'inquiétude qui pouvait être légitime au départ, mais avec le recul c'est facile de faire des constats avec du recul. Mais peut-être que le monde s'est un petit peu emballé sur une crise qui était pas aussi importante que ça. Je vous rappelle qu'il y avait les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes aussi, c'est quand même une approche politique, avant toute chose, des choix politiques. Derrière, après, on a la même chose avec les crises aussi internationales, avec les risques de Bien guerre. sûr. Et on le voit encore avec la guerre en Ukraine. On avait aussi avant, dans la France, et ce que maintenait le général de Gaulle, que moi j'apprécie beaucoup, c'est une approche de neutralité. Aujourd'hui, on a une mentalité de plus en plus, je trouve, américaine, qui consiste à vouloir s'impliquer dans des sociétés, dans des pays pour lesquels on n'appartient pas. Et on devrait plus avoir une approche d'objectivité, de neutralité, que de vouloir donner son point de vue. Merci beaucoup Ludovic d'avoir été avec nous sur Sud Radio, et bon courage. Je crois comprendre que vous êtes sur la route. Merci beaucoup de nous avoir appelés. Vous voulez faire comme Ludovic, 0826 300 300 pour participer à la conversation. C'est quand même intéressant, je me tourne vers vous Geneviève Gotzinger, ce que dit Ludovic, c'est-à-dire la sensation quand même qu'Emmanuel Macron, malgré tout, malgré les tumultes, a été le capitaine d'un navire dont il a quand même un peu provoqué la chute de toute façon. Il a révolutionné à un moment donné la vie politique, ça c'est complètement indéniable. Maintenant, encore une fois, moi je trouve que c'est une approche qui n'est pas démocratique parce qu'elle rend impossible l'alternance avec une force de gouvernement classique. Et ça me gêne beaucoup. Après, qu'on s'étonne de ce que dit Bruno Retailleau, il a jamais été macroniste, Bruno Retailleau, pardon, il se retrouve dans ce gouvernement un petit peu par hasard du fait d'une dissolution très hasardeuse qui contraint à essayer à nouveau d'élargir ce bloc central, de rassembler une majorité pour sauver le minimum de ce qui peut être sauvé et tenir le plus longtemps possible, puisqu'on a quand même quasiment près de 2 années encore dans une situation extrêmement précaire. Et je ne sais d'ailleurs pas si ce sera possible en réalité. Et rappelons que Bruno Retailleau, Maxime, fait irruption au gouvernement à cause de la dissolution et à cause du besoin d'élargir ce qu'était la base macroniste. On est d'accord. Ça sous-entend déjà et ça sous-tend déjà que la base macroniste ne suffit pas à faire une majorité dans le pays et qu'il va donc falloir s'élargir à d'autres partis. Précisément sur ce sujet, écoutons simplement la porte-parole qui vient parfaitement rejoindre Geneviève et Augustin sur pourquoi Retailleau a-t-il eu l'outrecuidance de prononcer cette phrase. Chacun garde sa personnalité, ses convictions. Et je pense qu'en disant cela, Bruno Retailleau veut réaffirmer que nous ne changeons pas nos convictions, mais nous essayons dans cette période de trouver la voie. Il n'y a pas d'offense vis-à-vis des autres partis avec lesquels nous travaillons. C'est un peu trop vite.
Je crois qu'il y a une grande sensibilité, les uns et les autres. Ce qui est sûr, c'est que le mandat d'Emmanuel Macron se terminera dans 1 an et demi. Il y a des formations politiques avec des nouveaux hommes et femmes politiques qui feront perdurer ce parti Renaissance aujourd'hui. Nous verrons les choses, mais nous ne sommes pas tout à fait identiques les uns et les autres. Frédéric Bardon, je vous voyais sourire à l'évocation des propos de la porte-parole. Il y a quand même une certaine sensibilité, dit la porte-parole avec un sourire au coin des lèvres, Sophie Primas, mais elle a peut-être raison, peut-être aussi que sous Emmanuel Macron, on a perdu les forts caractères, les fortes têtes qui évidemment font des sorties, assument leur position et assument peut-être leur désaccord. C'est-à-dire qu'on a quand même l'impression aujourd'hui, je vois ça du bout de ma lorgnette, on a quand même l'impression c'est que tout le monde a de bonnes idées, mais quand il faut prendre des décisions qui sont fortes et implacables, il n'y a plus personne. Voilà, je veux dire, c'est toujours pareil. Je crois que Chirac avait dit une phrase que je vais pas prononcer. Mais qui concerne la greffe de certaines parties du corps. Qui concerne la greffe de certains organes. Oui, il avait raison. Et je veux dire, il y a un moment donné... C'était pas le premier donneur, lui. Hein. Oui, c'était pas le premier donneur. Nous sommes d'accord, c'était pas le premier donneur. Mais je veux dire que aujourd'hui, je crois qu'on a besoin de gens, ils sont élus, voilà, le suffrage universel c'est fait, ils sont élus, ils sont là pour prendre des décisions. Mais qu'ils y aillent, quoi. Qu'ils arrêtent de tergiverser. C'est vrai qu'on n'a jamais vu autant d'idées que quand les ministres sortent du gouvernement. Moi, j'ai été étonné. Gabriel Attal a des idées révolutionnaires pour la retraite. Après, Gérald Darmanin pendant un temps sur la sécurité, mais alors après avoir été au ministère de l'Intérieur. Édouard Philippe, fantastique, mais après Matignon. Pardon, Patrick Vignal. Ne soyez pas si vilain, Maxime. Factuel, c'est peut-être plus cruel, mais c'est solide. Vous savez, on a un chef là. Il est chef de cuisine. À un moment donné, il faut qu'il décide. Le problème que l'on a aujourd'hui, il est à 2 niveaux. Premièrement, oui, il va falloir se décaler, c'est un macroniste qui le dit, pour préparer la campagne d'Emmanuel Macron. Il va falloir se décaler intelligemment, ce qui a marché, ce qui n'a pas fonctionné, se décaler sans trahir. Parce que mine de rien, les Français, ils n'aiment pas la trahison, même si en politique, c'est courant. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, il faut être honnête, moi j'ai un Premier ministre, il s'appelle François Bayrou. Il nous dit, je laisse faire un peu mes poids lourds. Vous avez raison, Frédéric. C'est le Titanic, ce gouvernement, en ce moment. Oui. Et le problème, c'est que... Alors le Titanic, oui, mais eux jouent de l'orchestre, qui est quand même pas rassurant. Ce que je veux dire, Sophie Primas, que j'aime bien, enfin, elle nous vend du bullshit, là. Elle sait très bien. Je veux dire pourquoi. Elle a toujours dit ça. Non, mais j'ai pas de problème. Le vrai débat, pourquoi les Républicains sont rentrés dans ce gouvernement? Vous avez raison, on en avait besoin. Et de droitiser, vous avez besoin de droitiser. Et de 2, ils voulaient droitiser, et de 3, être à la lumière. Qui connaissait Bruno Retailleau avant qu'il soit ministre de l'Intérieur? Non, là, vous êtes dur. Non, mais c'est ce qu'il dit. En revanche, non, mais c'est ce qu'il dit dans l'interview de Valeurs Actuelles. Dès qu'on arrive à de hautes fonctions, on a une lumière sur soi qui est évidente. Bonjour Catherine. Oui, bonjour. Merci de nous appeler au 0826 300 300. Comment vous regardez ce débat, Catherine? Est-ce que vous croyez à la suite d'Emmanuel Macron sans Emmanuel Macron? Alors d'abord, c'est moi qui vous remercie de prendre mon appel. Écoutez, moi je suis pas forcément macroniste, j'ai pas voté pour Macron, mais je me demande où nous sommes dans ce pays. Je trouve ça, c'est une bonne question, Catherine. Je trouve scandaleux, je vous remercie, je trouve scandaleux qu'un ministre de la République critique à ce point-là un président. Je veux dire, reprenons le thème de Jean-Pierre Chevènement. Alors certes, c'est il y a longtemps, mais un ministre, où ça s'en va, où ça démissionne, où ça ferme sa gueule. Je veux dire, mais quelle image on donne? Moi, je suis scandalisée par ça. Scandalisée par la une de Bruno Retailleau. Oui. Catherine, pardon, on pourrait aussi vous dire, Catherine, pardonnez-moi, on pourrait aussi vous dire tout simplement que ça s'appelle de la politique. Alors c'est peut-être pas noble, c'est peut-être pas grand tous les jours, mais c'est de la politique, ça reste des mots, non? Non, parce que ça ne représente pas ce peuple. Moi, je ne me sens pas représentée par Monsieur Retailleau, qui a quand même tout un tas d'avantages, de choses comme ça. Il est en train de se prendre un melon, comme on dit trivialement, invraisemblable. Alors que le président de la République en est exempt. Ce monsieur ne sera pas président de la République. Vous trouvez que depuis peut-être la victoire au parti LR, il se permet des choses qui ne sont pas normalement dignes de sa fonction. C'est ça, Catherine? Exactement. Exactement. Je trouve que ça n'est pas digne ni de sa fonction, ni de... Il faut qu'il se calme. C'est un monsieur, il faut qu'il se calme. Un peu de tenue, vous dites à Bruno Retailleau, Catherine. Un peu de tenue,
retenue et un peu de... Parce que, écoutez, moi, je vois pas, j'entends pas des ministres européens d'autres pays critiquer. On est peut-être moins regardant, mais ça doit exister, Catherine, ça doit exister. Merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir appelé sur Sud Radio, Catherine. Merci beaucoup. 0826 300 300. Augustin Moriot, le mot de la fin sur ce débat. On voit que ça fait quand même réagir. C'est juste que là où Catherine a raison, c'est qu'un jour Bruno Retailleau va devoir partir du gouvernement et choisir son combat. On pensait tous que ce serait Boualem Sansal et qu'à partir du moment où il ne serait pas gracié, comme il en faisait une cause très personnelle et qu'il le connaissait personnellement, il serait parti. Il ne part toujours pas. Alors est-ce que ce sera sur la proportionnelle? Je pense que ça va être très mal compris si c'est sur la proportionnelle. Tout le monde se fout de la proportionnelle. Quelque chose en plus d'assez consensuel. Donc ce serait très risqué. Et surtout, il aura un bilan. Un jour, il va avoir un bilan et il va falloir qu'il se dépêche de partir, sinon il va être comptable de ce bilan. S'il fait 2 ans à l'intérieur, il a le temps d'avoir un bilan. Ce que Darmanin a eu, par exemple. Il faut qu'il parte vite. Il faut qu'il parte vite et qu'il choisisse sa cause. Parce qu'il peut pas tout le temps, évidemment, critiquer. Et Darmanin a un bon bilan. Et on sait qu'Arnaud Montebourg, par exemple, a gagné en popularité et resté dans l'imaginaire collectif parce qu'il a assumé le prix de ses convictions. Mais ce que n'a pas fait Bruno Retailleau, en effet, sur Boualem Sansal, et c'est pour ça que beaucoup ont été étonnés. Oui, c'est ça. Beaucoup ont été étonnés de le voir promettre de partir sur la proportionnelle. Nîmes, Limoges, ça brûle, et en même temps, il n'a pas de chance. Ça brûle la France entière, et le gars, il te dit, je me présente à la présidentielle, et ça ne va pas. Il le dit pas comme ça. Peut-être que tout le monde l'a compris, mais il le dit pas comme ça. Si elle nous écoute encore. Merci d'être fidèle à Sud Radio. Catherine, vous avez un public conquis dans ce studio. Dans un instant, un débat qui va certainement provoquer aussi d'autres appels, sans doute enragés au 0826 300 300 avec beaucoup de coups de gueule. Faut-il supprimer les aides de la CAF pour, je cite, l'achat de mobilier ou de l'achat informatique? Vous pensiez peut-être que ça n'existait pas? Eh ben si, ça existe dans beaucoup de départements et ce n'est même pas chiffré. Est-ce que si on doit faire des économies, il faut taper dans la caisse, ou au contraire, c'est peut-être une certaine fierté française, une certaine fierté de l'État français de pouvoir subvenir aux familles qui n'ont pas toujours les moyens de s'équiper comme il faut dans le monde dans lequel on vit. Vous êtes bien sur Sud Radio, on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. Suite de vos grands débats de l'été, on vous attend sur l'application Sud Radio, évidemment sur les réseaux sociaux et également au 0826 300 300. Toujours en compagnie de Geneviève Götzinger, présidente de l'agence Image, Frédéric Vardon, chef avec notamment de beaux établissements entre ses mains, le Café Max et le 39.5, Augustin Moriot, journaliste au Figaro TV, et Patrick Vignal, ancien député Renaissance de l'Hérault. Après le débat politique, un débat qui l'est tout autant, parce qu'on cherche de l'argent. On cherche de l'argent, accessoirement 40 milliards, toujours selon les estimations du Premier ministre. Et il y a un article dans le Figaro aujourd'hui, mon cher Augustin, c'est une petite passe décisive que je vous fais là. Est-ce qu'il faut supprimer les aides de la CAF pour l'achat de mobilier neuf? Alors, c'est un peu ennuyeux parce que quand on essaye de chercher concrètement où est-ce qu'elle est distribuée, à quel endroit, on n'en sait rien. C'est le Figaro qui a fait le calcul. Ils l'ont repéré en Corrèze, dans l'Oise, dans les Hauts-de-Seine, en Isère, dans la Sarthe, dans Lyon, dans la Haute-Loire, et elle n'est pas non plus budgétisée. C'est une aide qui serait en capacité, un dispositif proposé dans plusieurs départements. Donc ça pourrait être une subvention ou un prêt sans intérêt pour équiper son logement, par exemple, donc du canapé au fauteuil, et plusieurs centaines d'euros d'argent public, donc distribué directement aussi pour s'équiper en matériel informatique. Alors une fois de plus, par exemple, si on s'intéresse au cas de la Saône-et-Loire, on peut avoir accès à cette aide si le quotient familial est inférieur ou égal à 700 euros par mois. Donc voilà, ça c'est la France, c'est toujours compliqué de comprendre comment on peut l'obtenir. Et on n'a pas le budget. On n'a pas le budget de cette aide. On sait que les aides financières individuelles, ça représente quand même 223,2 millions d'euros. Et il y a une catégorie que sont les dépenses liées à l'amélioration du cadre de vie. C'est 54 millions. Donc peut-être que ces 54 millions, dans ces 54 millions, il a cette aide. Mais est-ce qu'il ne faut pas peut-être taper là-dedans? Ou au contraire, c'est la fierté quand même, la grandeur de l'État, de la France, de pouvoir donner une petite enveloppe aux familles qui n'en ont pas toujours on va dire les finances nécessaires. Qu'est-ce que vous en pensez, Augustin? Ça vient de votre journal. En plus, donc c'est pour ça que qui a donné la bonne idée à tout le monde d'aller regarder sur le site de sa CAF départementale pour aller voir si on peut avoir accès, puisque ça vient de donner des bonnes idées à tout le monde. Elle vient de faire découvrir cette aide à pas mal de monde. Alors si j'ai bien compris, c'est dans beaucoup de départements. J'ai échangé avec elle en amont de l'émission. C'est dans la plupart des départements d'ailleurs. Et le vrai problème, je pense qu'on sentira tous au fait que ce n'est pas d'aider des familles qui ont un quotient familial à moins de 700 euros par mois, c'est de ne pas le budgétiser, de ne pas savoir où ça va. Et je vais même
même vous lire un autre passage de la CAF. Si vous achetez un autre article que celui pour lequel l'aide vous a été accordée, vous vous exposez à un remboursement immédiat de celle-ci, à une exclusion du bénéfice des aides d'action sociale. Mais il n'y a aucun contrôle. Vous pouvez demander une aide, il n'y a aucun contrôle. Il ne demande pas une facture d'achat en amont du bien. Alors évidemment, c'est toujours compliqué d'avancer les frais. Donc ça, c'est un sujet beaucoup plus complexe. Mais il n'y a aucun contrôle a posteriori de ces aides. Donc moi, qu'on aide pour le mobilier, qui me semble quand même être un bien essentiel, et je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus, ça ne me paraît pas choquant. Après, qu'il n'y ait aucun contrôle et que ce ne soit pas budgétisé, là, on touche à autre chose. Et c'est le vrai problème, c'est que François Bayrou, qui a été haut commissaire au plan, devrait quand même, plutôt que d'annoncer des économies, annoncer un audit des finances publiques, annoncer un grand carénage global des finances publiques et de voir où l'argent va. Mais ce qui est insupportable, c'est que, rappelez-vous déjà, ça fait quand même le deuxième chiffre, on s'aperçoit qu'en fait, il n'y a pas de contrôle de l'État. On était en discussion dans ce studio il y a 1 ou 2 semaines avec Fabien Gay, vous savez, c'est le rapporteur de l'enquête sénatoriale sur l'argent que distribue l'État aux grandes entreprises. 211 milliards, mais quand il a ouvert le dossier, il s'est aperçu que l'État ne suivait pas l'argent. Là, on commence à ouvrir une autre porte qui est les financements ou les aides de la CAF. Pareil, Frédéric Vardon, vous êtes chef d'entreprise. Vous, contrairement peut-être à l'État, vous devez faire attention à votre argent. Comment vous regardez ça ? Je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Évidemment que il y a une partie de la population qui n'a pas de moyens, et évidemment que si la collectivité, si l'État peut les aider, c'est pas le sujet. Mais le sujet, c'est qu'il y a aucun contrôle. Le sujet, c'est qu'il y a un moment donné, mais alors on peut aller plus loin que le mobilier. C'est que cet argent va être versé sur un compte. Ok, très bien. Pourquoi il n'est pas payé directement à l'entreprise qui va vendre l'ordinateur ? Pourquoi quand on a des allocations, on dit on a des allocations pour que notre enfant puisse aller faire du sport et autres. Mais pourquoi c'est versé sur un compte bancaire et pourquoi c'est pas versé directement au club de sport, et qui justifie que le gamin vient bien et qu'il est bien inscrit? Parce que c'est un peu ça le sujet. C'est un peu de savoir, est-ce que ça sert vraiment? Est-ce que ça sert vraiment à l'objectif qui a été fait? Vous savez, moi, je suis comme vous, chef d'entreprise, effectivement. Si l'État avait une entreprise, elle serait en faillite. On est d'accord. On est en faillite. On est déjà en faillite. Donc, elle sera encore plus en faillite. Moi, je veux dire, le vrai débat en ce qui concerne la CAF, effectivement, il y a des gens qui ont des besoins. Mais bien sûr. Je pense qu'effectivement, on est tous d'accord. On est un pays, sauf que 57% du budget, c'est du social, et qu'il n'y a jamais eu autant de services publics dégradé. Voilà le constat. Un chef d'entreprise, il prendrait le temps de dire, bon, où c'est que je peux améliorer, où c'est que je peux faire en sorte d'accompagner encore plus. Le vrai débat qu'on en a, c'est à la fois ce millefeuille, et à la fois, si vous voulez, en fait, on ne sait plus qui fait quoi, y compris dans les collectivités. Donc moi, je pense qu'on a un vrai débat sur ça, c'est est-ce qu'on peut arriver à avoir moins de technocratie? En fait, chaque fois qu'on simplifie quelque chose, on le complexifie. Et on rajoute une norme. Geneviève Gotzinger, comment vous regardez ça? La CAF, moi, je comprends pas très bien ce débat en fait. Sur la CAF, elle est au cœur de ses missions. Là, elle agit dans 3 domaines, la famille, la solidarité, le logement. Donc là, elle agit dans ce que révèle le Figaro n'est pas une révélation. Elle est au cœur de l'un de ces domaines, qui est d'améliorer les conditions de logement des populations les plus fragiles, avec 700 €, encore une fois, de quotient familial. Ce qui est quand même très peu. Donc, qu'elle verse des aides au logement, qu'elle accorde des prêts aux revenus, aux personnes qui ont des revenus très modestes, pour les aider à s'équiper en ordinateur ou en canapé, en l'occurrence, les aider à s'installer, à améliorer leurs conditions de vie. Elle est juste au cœur de ses missions. Donc je ne comprends pas, moi, aujourd'hui, qu'on s'intéresse à cette question. Ce qui peut être perturbant à la lecture de cet article, Geneviève Gotzinger, je me mets à la place de beaucoup de gens qui nous écoutent, c'est de savoir qu'il y a quand même un certain nombre d'aides, pour pas dire davantage, en France. Là, on apprend que la CAF, qui est quand même déjà généreuse, on sait que les dispositifs sont très compliqués, qui sont très complexes, et là, on découvre que c'est pour acheter ou parfois un ordinateur, ou parfois un canapé. Je me mets à la place de beaucoup de Français. C'est l'un de ces domaines d'action. Oui, mais si vous avez déjà un ordinateur, c'est l'un de ces domaines d'action. Mais est-ce qu'on peut pas se dire aussi que, peut-être qu'un ordinateur dans une famille, c'est pas indispensable. Peut-être que, non, mais on peut aussi se poser la question. Si vous n'avez pas d'ordinateur, comment est-ce que vous allez sur Doctolib si vous n'avez pas d'ordinateur? Comment est-ce que vous vivez aujourd'hui concrètement si vous n'avez pas d'ordinateur? Vous ne pouvez rien faire aujourd'hui si vous n'êtes pas équipé en numérique. 0826 300 300. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Maxime. Merci beaucoup de nous appeler en direct sur Sud Radio. Vous nous appelez depuis Marseille, c'est ça?
Tout à fait. Vous avez quand même un avantage, c'est-à-dire que vous n'avez pas à vous poser la problématique du temps. Il fait toujours beau à Marseille, donc je vous envie, sachez-le, Jean-Pierre. Comment vous regardez vous regardez ce débat-là? Ah ben mais ne me tentez pas plus que de raison, parce qu'il y a des directs Paris-Marseille, mon cher Jean-Pierre, je pourrais débarquer plus vite que de raison en fin d'après-midi. Comment vous regardez ce débat sur ces aides de la CAF, justement? Est-ce que, comme le disait Geneviève Götzinger à l'instant, c'est totalement légitime, ou quand même faut contrôler tout ça et peut-être couper dans quelques dépenses? Ah, mais moi, je pense qu'il faut contrôler et couper. Et puis, il n'y a aucun débat qui est illégitime. J'entends beaucoup dire ça ne fait pas partie du débat. Si, il faut tout débattre aujourd'hui parce qu'on est dans un état de finances publiques catastrophique. Et puis moi, et qu'on est sur Sud Radio. Je suis né très pauvre. Oui. Donc, j'ai pas de leçons à recevoir des donneurs de leçons. Donc, on a acheté des canapés d'occasion. Aujourd'hui, quand vous allez sur des sites spécialisés, vous avez des tas de canapés qui sont d'occasion, qui coûtent 100 €. On n'a pas besoin d'aide pour ça. Mon premier argent de poche, je l'ai gagné en balayant dans les grandes surfaces à 15 ans. Donc, très franchement, quand on a envie de travailler, on travaille. Moi, je pense qu'il va falloir remettre les gens au travail, d'une part, et tailler un maximum, parce que moi, je fais partie aujourd'hui des Nicolas. Vous savez, c'est Nicolas. Oui, le Nicolas Quipé, on en parle beaucoup, ça, Tantan. Eh ben, je peux vous dire que Nicolas, il en a marre de porter la charrette des incapables, des feignasses et des profiteurs. Jean-Pierre, il va falloir que le travail paye. Et il a envie. Le travail, il va falloir commencer par ce que les gens travaillent. Mais pardon, ce que vous dites, Jean-Pierre, est-ce que je retiens que le chômage, que l'assistance et que moi, la seule chose que je retiens, que je trouve légitime, qu'a dit la dame qui a parlé en dernier, c'est qu'effectivement, l'accès au numérique aujourd'hui, indispensable. Mais pour tout le reste, très franchement, faut arrêter. Les allocations de rentrée scolaire, où les gens vont s'acheter des survêtements, des tablettes et des trucs comme ça, pour la 3e édition, c'est pas possible. Faut arrêter ça. Jean-Pierre, dialoguer avec Patrick Vignal, ancien député Renaissance, qui veut échanger avec vous. Jean-Pierre, vous êtes Marseillais, je suis de Montpellier, bon, vous êtes meilleur au foot que nous, mais tant pis, je vous le pardonne. Mais très sérieusement, moi aussi, j'ai un parcours, je suis un fils d'ouvrier, un fils d'HLM, j'ai eu la chance d'avoir l'ascenseur, j'ai appuyé sur le bouton, il est monté. Notre débat aujourd'hui, je vous rejoins sur une partie. Si moi je donne avec mes impôts, et j'en paie beaucoup, croyez-moi, un ordinateur à une famille souvent monoparentale, parce que le mec s'est tiré et que la femme vit dans une cité, elle veut s'en sortir, et qu'avec ça, Jean-Pierre, elle progresse et que ses enfants progressent, on a gagné tous les deux. Jean-Pierre, la parole est à... Allez-y. Monsieur, je vous réponds. Voilà, ça vous va comme ça? Parce que j'en ai marre. Ma mère était seule, mon père est parti, mes parents ont divorcé, elle était seule avec 4 enfants. On n'a jamais volé, on n'a jamais mendié, on a travaillé. Voilà, c'est tout. Alors, faut arrêter les conneries. Faut arrêter de dire que les gens, ils peuvent pas faire autrement que demander, etc. Non, c'est pas vrai. Il faut se remettre au travail, et vous regrettez peut-être qu'en effet, il existe des aides pour tout et n'importe quoi, Jean-Pierre. 40 ans que j'entends n'importe quoi. Les allocations d'entrée scolaire, ça va tout, sauf à payer les fournitures scolaires. Les fournitures scolaires, aujourd'hui, on va dans les magasins, les grossistes, là, qui se cachent pas de faire des prix bas, on en a pour 150 €. Les allocations, elles font 350. Donc quand on veut, on peut. C'est un peu ce que vous nous dites, Jean-Pierre, avec votre parler vrai. Merci beaucoup de nous avoir appelés au 0826 300 300. Je vois que le standard est en train d'être pris d'assaut sur ce sujet. On vous retrouve dans quelques instants sur ce sujet, en effet, de la CAF. C'est exactement le cœur du débat, a été à l'instant démontré par Patrick et Jean-Pierre au standard, à savoir, en effet, est-ce que ce n'est pas la fierté française de contribuer à l'ascenseur social, ou pardon, Jean-Pierre qui dit, si c'était des bons d'achat, ça choquerait personne, je pense. Mais oui, c'est ça, mais le problème, c'est peut-être le système plus que l'acte en soi. 0826 300 300, application de Sud Radio et également réseaux sociaux sur ce sujet de la CAF et des aides. On vous attend nombreux, évidemment, vous êtes bien sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Les débats de l'été, 10h-13h. Maxime Liédo. Vous êtes bien sur Sud Radio, encore une demi-heure de débat, de conversation avec vous sur les réseaux sociaux, sur l'application Sud Radio et au standard 0826 300 300. C'est le débat tout à l'heure avec Jean-Pierre de Marseille, c'est ce que vous disiez, Augustin, en réalité, c'est juste le mode de distribution, c'est juste ça le sujet. Je pense que tous les Français auraient pu être rassurés quand même sur le fait que ce soit peut-être par coupon et que ce soit sciemment utilisé. Et en plus, ça aurait pu servir le Made in France, par exemple. Vous obligez des bons d'achat de fabriquer Made in France, vous avez une solution très claire pour relancer à la fois l'économie et le coût
que dispense la CAF part dans l'économie française et reventilé dans l'économie française. En fait, je pense que c'est le process. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, c'est la suspicion. Le simple fait que le Figaro nous révèle que la CAF ne sait pas où est-ce que c'est présent, c'est ça le problème. Vous savez, je pense que les Français sont généreux. Qu'on veuille ou pas, ils sont généreux. Ils sont quelquefois réboussiers, ce qu'on dit chez moi en Occitanie, mais en fait, c'est le process. Et c'est inentendable avec 3 000 milliards de dettes de dire « Ah, mais il y a un budget, on ne sait pas ». Les Français veulent savoir. Et cette idée, effectivement, le Made in France est un bon. Pareil pour le ministère des Sports. On paye une licence, je vais vous dire, moi, dans des quartiers difficiles où je suis allé, quand un gamin il fait des arts martiaux ou du foot, il a plus de chances de s'en sortir. Mais il faut payer directement les clubs. Vous avez raison. C'était Frédéric qui suggérait ça, mais c'était absolument malin. Le vrai sujet, je rejoins ce que dit Maxime, c'est la suspicion. Et la suspicion que, malheureusement, peut-être que je vais dire va choquer des gens, que les gens qui travaillent ou qui ont la chance d'avoir un emploi, vous le mettez dans le sens que vous voulez, ils sont quand même rasés gratis pour un non-contrôle de rien. Exactement. Avec ce qu'on nous annonce des sommes astronomiques, et puis demain on va nous annoncer que parce qu'il y a 3 arbres qui sont tombés, on va débloquer 300 millions pour aller en replanter. Mais on les a où les 300 millions? Enfin, il y a un moment donné, mais qui contrôle la boutique? 0826 300 300. Bonjour Sabrina. Oui, bonjour. Merci beaucoup de nous appeler sur le standard de Sud Radio. Vous avez bénéficié des aides de la CAF et de ce que j'ai compris, ça vous a servi, c'était utile et ça n'était pas totalement déplacé, c'est bien ça? Voilà, alors moi j'ai bénéficié de 800 euros. Je me suis retrouvée au chômage du jour au lendemain. Qu'est-ce que vous faisiez, Sabrina, si c'est pas indiscret? Alors j'étais prête à me développer dans le ménage vu que j'étais femme de ménage à domicile et j'avais tellement de demandes que j'allais ouvrir mon entreprise. D'accord. Voilà, avec 2 emplois à la clé. Non, avant ça j'étais charcuterie, fromage coupe, j'ai tout quitté pour me mettre à mon compte. D'accord. Bon, j'étais en chèque emploi service, mais avec le Covid arrivé, normalement je devais ouvrir mon entreprise avec deux personnes que j'allais embaucher. Mais malheureusement, on le sait tous, ça coûte cher d'embaucher. Voilà, les charges patronales sont hyper chères. Et vous, à quel moment, Sabrina, vous avez bénéficié justement de la CAF? Pour quel objet? Alors, parce que je me suis retrouvée sans véhicule du jour au lendemain, et j'avais un vieux véhicule j'ai perçu la prime à la casse. Oui. Et après, il me manquait bien de l'argent que la CAF m'a prêté 800 euros. D'accord. Et vous avez trouvé le dispositif très naturellement ou c'est la CAF qui est venue vers vous quand vous avez peut-être quand vous étiez dans cette période, le Covid, période compliquée, on vous a orienté vers cette aide ou vous saviez déjà qu'elle existait? Pas du tout. Je suis allée voir la séance sociale pour retrouver du travail et pour me relancer dans une réorientation professionnelle. Et suite à ça, elle a vu mes revenus, elle a tout examiné et en fait, elle m'a proposé une aide de la CAF. D'accord. Et donc, ça a été très utile parce que vous avez pu changer de véhicule. Tout à fait. Merci Sabrina de nous avoir raconté ça, qui est quand même la démonstration que l'État, dans des périodes non pas de transition, mais parfois dans des périodes très compliquées professionnellement, la CAF fait son métier. Mais c'est peut-être aussi le sujet CAF, c'est-à-dire que quand on pense CAF, on se dit pas tiens, elle va débloquer une allocation pour aller, on va dire, compléter l'achat d'un véhicule. C'est ça aussi. C'est un prêt d'ailleurs. C'est un prêt. Il s'agit d'un prêt et pas d'un don. Vous savez, moi je connais bien le directeur de la CAF de l'Hérault, Thierry Mathieu. Il nous manque des contrôleurs. C'est pareil pour les contrôleurs fiscaux. Moi, j'ai toujours dit qu'on doit avoir des contrôleurs fiscaux. Alors, chacun dit sa sauce. 60 milliards, 4 milliards de fraude fiscale. Oui, il faut s'attaquer à la fraude fiscale, à la fraude sociale. J'ai cru lire dans votre journal, dans le Figaro, qu'une personne qui avait 49 000 euros de loyer, puisqu'elle avait des appartements, elle touchait le RSA. Mais c'est pas possible, ça. Voilà. Oui, c'est pour ça que c'est le contrôle. Il faut plus de contrôle. Donc des gens qui contrôlent pour amener des sous dans la caisse de mon ami François qui en a besoin. Et merci à Sabrina de nous avoir appelé au 0826 300 300. Passons à un sujet peut-être plus léger d'apparence mais tout aussi singulier et important, notamment quand on est en France. Oui monsieur, parce qu'on aime manger, on aime boire, mais qu'est-ce qu'on aime boire? On sait tous parfois retrouver à la terrasse d'un café, à la terrasse après le boulot parfois est important. Oui, parfois est important bien sûr, parce que vous savez que c'est évidemment avec modération, mais on constate un désamour des Français. Pourquoi? Pour les boissons alcoolisées. C'est une
start-up dans le Gers qui a décidé de s'allier avec un groupe de viticulteurs justement pour enlever l'alcool du vin. Et il faut malheureusement regarder cette réalité. Depuis 1960, il y a une baisse continue des ventes de vin. Est-ce qu'on doit tout doucement se préparer à vivre dans un monde où on va trinquer sobrement? C'est la question qu'on vous pose. Et si vous avez votre expérience, vous êtes un grand consommateur de boissons non alcoolisées, peut-être témoigner 0826 300 300. Je vais me tourner vers vous, chef Frédéric Vardon. Comment vous observez ce phénomène, ou est-ce que déjà vous êtes en train de devancer le marché et de servir beaucoup plus de vin sans alcool? Alors je devance pas le marché, mais je le regarde et évidemment j'essaye d'y répondre. Et dans mes établissements, oui, nous servons des boissons sans alcool. Alors je vais bien dire des boissons sans alcool parce que moi j'ai un problème avec le mot vin. Pour moi, le vin, c'est une macération de raisin qui va donner le vin et les très grands vins et avec de l'alcool. J'ai un problème avec les dénominations. Ou c'est du vin ou c'est pas du vin. Ou c'est du vin ou c'est pas du vin. C'est un peu comme le surimi. C'est un bâton de poisson, mais enfin il y a que tout ce qu'on ne peut pas manger dans le poisson dedans. Au crabe, oui, enfin il y a pas de crabe, c'est un exhausteur de goût. Donc j'ai un peu ce problème avec ça. Moi je trouve que les appellations sont importantes. Mais est-ce que vous constatez peut-être dans vos établissements, que ce soit le café Max ou le 39.5, des gens qui viennent avec la volonté à un moment à table d'avoir un alcool sans vin? Bien sûr, et on respecte ça. Et je trouve que le marché a raison de s'y intéresser parce qu'avant c'était ou l'eau pétillante, ou le jus d'orange, ou le coca. Donc voilà. Donc le Beaujolais texan c'est bien, mais c'est quand même mieux de boire autre chose. Mais franchement, nous on sert par exemple des thés qui sont préparés, qui sont servis dans des bouteilles type Bourgogne avec différents crus. On sert une nouvelle boisson, et là je tiens à le dire, une boisson pétillante. Un monsieur qui fait du safran dans le 77 et qui fait beaucoup de rhubarbe, il a pressé de la rhubarbe, il a ajouté de l'eau gazifiée, et voilà, on sert ça. Vous avez les pétillantes pommes. Moi je suis pour ça, parce que c'est pas parce que on ne boit pas d'alcool qu'on n'a pas besoin et qu'on n'a pas envie de participer à la fête, au repas, puisque le repas c'est l'art de la fête, d'échanger, de recevoir et autres. Et ça, je trouve ça très très bien. Par contre, ce sont les appellations qui me gênent. Ça me gêne. Par exemple, le vin, c'est avec de l'alcool et c'est comme ça. Dans ce cas-là, si on fait du vin sans alcool, c'est autre chose. C'est du jus de raisin, non? Oui, mais dévinifié, jus de raisin dévinifié. C'est un jus de raisin dévinifié. Mais il y a des gens qui disent, par exemple, il y a des grandes maisons de champagne, qui ont fait, entre guillemets, du champagne sans alcool. Sauf que mais on n'a pas appelé ça champagne. Mais ça ne s'appelle pas champagne. Alors la bière sans alcool, ça s'appelle bière, non? La bière sans alcool, ça s'appelle bière, pardon. Oui. Et c'est ça le sujet. Ouais. Regardez l'évolution 2012-2017 à l'Assemblée. Moi qui viens d'une région de l'Occitanie où il y a le plus grand vignoble du monde, quand on finissait les assemblées, on buvait un coup sympa. 2017-2022, l'arrivée des nouveaux députés, c'était Coca Light, plus de vin qui représentaient nos territoires. Les fraises. Les fraises. Et maintenant, j'ai l'impression qu'ils en boivent trop à l'Assemblée, à mon avis, parce que vu que c'est un bac à sable. Mais plus sérieusement, oui, il y a une jeunesse qui veut moins boire d'alcool, mais boire du bon vin. Et je pense que nos viticulteurs sont en train de tirer vers de la qualité, et tant Exactement. mieux. 0826 300 300. Bonjour Alexandre. Bonjour. Vous nous appelez, vous êtes viticulteur. Ah, voilà. C'est ça qu'on adore avoir. Les agriculteurs, les viticulteurs au téléphone, les chefs. Comment vous observez ce débat-là, Alexandre? Est-ce que vous-même, vous êtes en train de préparer déjà un vin sans alcool pour les prochains mois? Ou au contraire, c'est un motif supplémentaire de dépression chez vous? Déjà, merci de ne pas appeler ça du vin et d'appeler ça du jus de raisin, parce que pour nous, c'est pas du tout. Ah bah oui. Non, mais merci. Et honnêtement, du jus du rhubarbe avec une bouillabaisse, ça va pas très mal passer, quoi. Donc on reste avec du vin. Non, on s'y prépare. On en entend parler, bien sûr, mais pour l'instant, ça reste une niche. Pour nous, le vin, c'est du vin. Et je dirais même, c'est à part des autres alcools, en fait, le vin pour nous. C'est vraiment une culture, une tradition. Donc, on voit, on attend de voir, mais vous n'êtes pas inquiet de voir, sauf si vous êtes dans une forme absolue. Vous savez, nous les paysans, on s'adapte en fait. Nous, notre métier, on s'adapte aux conditions climatiques, on s'adapte aux récoltes, on s'adapte à tout. On s'adapte aux normes que des personnes dans un bureau nous imposent, alors qu'ils n'ont jamais mis le pied dans un vignoble. Ah oui, ça, les normes, il n'y a aucun problème. Donc nous, on sait s'adapter. Si demain le marché est à 90% de cette espèce de jus de raisin, on le fera. Il faut parce que non, mais c'est pas ça. Mais le but, comme disait mon grand-père, le but c'est pas de savoir faire le meilleur vin du monde. Le but c'est de savoir le vendre. C'est tout. C'est comme ça. Donc nous vous vous adapterez.
De toute façon, c'est les paysans. Mais aujourd'hui, nous, on s'adapte à vendre du vin. J'ai entendu autour de la table qu'on faisait du vin de qualité. Moi, pour ma part, nous, on fait du rosé. C'est du rosé de Provence. Et honnêtement, et oui, il est très très bon. Ouais. Et en 20 ans, je peux vous assurer, et c'est le vin technologiquement le plus difficile à faire. Il fait pas mal à la tête, le vôtre, en plus. Non, exact. Merci. Non, mais alors, pour les envois des cartons, si ça vous ennuie pas, mon cher Alexandre, on va voir ça du côté de la régie, si ça vous ennuie pas. Rue de Courbe, dans le 15e, au nom de Patrick Vignal. Je le boirai, je vous promets. Oui, je sais, je vous connais. Mon cher Alexandre, est-ce que je peux... Je vous remercie de nous défendre, mais nous, on s'est adapté. C'est vrai, nos vins, en 25 ans, ils se sont adaptés à une clientèle. Et c'est comme ça. Mon cher Alexandre, avant qu'on se quitte, est-ce que vous pouvez tout simplement nous indiquer le nom de votre domaine, peut-être ? Voilà. Alors moi je suis viticulteur, c'est-à-dire que j'ai pas de domaine, mais j'ai repris l'exploitation de mon grand-père et je suis la 6e génération de viticulteurs et je suis à la cave des vignerons de Grimaud. Et bien voilà, donc passez à la cave des vignerons, retrouvez Alexandre qui, en plus d'être visiblement un très bon viticulteur, est un homme de goût puisqu'il écoute Sud Radio. Merci beaucoup Alexandre de nous avoir appelé. Frédéric Vardon, je vous voyais réagir aussi sur le sujet des normes. J'ai pas dit que boire du jus de rhubarbe avec une bouillabaisse, ça serait exceptionnel. J'ai juste dit qu'il faut respecter la personne qui veut pas boire d'alcool, mais qui veut aussi participer à la fête. Mais au-delà de ça, la notion du sans alcool aussi est une conséquence aussi. Il faut pas l'oublier du changement climatique, parce que les vins du Sud ont un vrai problème. Ils ont, à cause du changement climatique, un degré d'alcool qui monte et qu'il faut réduire. Et un problème d'irrigation. Exactement. Donc il faut faire attention, mais je pense qu'aujourd'hui, moi, ce qui me gêne, je le répète, c'est l'appellation. Et dans si on décide de faire du vin sans alcool, on n'appelle pas ça du vin et on laisse ce business se développer. Parce que ça risque de concurrencer la filière vin, qui est la grandeur française par excellence. Je pense qu'ils n'ont pas besoin de ça, vu les chiffres de baisse de consommation, vu les subventions qu'on accorde en Afrique du Sud aux viticulteurs noirs à hauteur de 15 millions, je crois, par la Commission européenne. Ils vont être concurrencés sur leur propre filière et ça risque de faire même perdre au mot vin son cachet. Exactement. Et ça, c'est un grand risque parce que c'est inquantifiable et ce serait dramatique puisque c'est vraiment la grandeur française. On sait déjà que l'Italie, je crois, vend plus de bouteilles que la France depuis quelques années. On ne va pas se mettre une auto-épine dans le pied en acceptant un marché qui vivra de lui-même. Le marché vivra de lui-même. Exactement. Ça, c'est encore une discussion qu'il faudra finir autour d'une bonne bouteille. 0826 300. Merci beaucoup de nous avoir appelés sur Sud Radio pour, évidemment, avec modération. Nous sommes des gens de goût. Oui, enfin, donc avec modération. Oui, c'est ça, avec modération. Et quelqu'un généralement autour de la table dit mais moi je n'ai jamais vu ce monsieur modération. Dans un instant, pour conclure ces grands débats de l'été, les coups de cœur et les coups de gueule de chacun, et évidemment que vous êtes sur Sud Radio, restez-y, à tout de suite. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. Dernière ligne droite pour vos grands débats de l'été avec les coups de cœur des uns, des autres, toujours en compagnie de Geneviève Kotzinger, présidente de l'agence Image, Frédéric Vardon, chef cuisinier, notamment propriétaire du Café Max et du 39.5, Augustin Moriot, journaliste au Figaro TV, et Patrick Vignal, ancien député Renaissance de l'Hérault. Les coups de cœur, les coups de gueule de chacun, vous êtes habitués à la séquence et on va commencer par vous, Patrick Vignal. Le coup de gueule sur la classe politique et la montée du narcotrafic. On en a beaucoup parlé ici sur cette antenne et c'est vrai que ça atteint quand même des scènes qui frôlent la guérilla urbaine. Écoutez, je vais vous dire, ça va être le mal du siècle. Moi, j'ai eu la chance de faire une loi, j'ai visité 200 villes et des quartiers populaires où les enfants deviennent des enfants soldats du caïda. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'argent qui coule qu'aujourd'hui, dans des territoires qui sont perdus pour la République, c'est dur ce que je vous dis, et s'il n'y a pas une forte volonté politique, au lieu de se disputer les jouets, que ce soit à l'Assemblée ou dans les ministères, aujourd'hui, le caïda, ces gens, un point de deal, c'est 30 000 €. Aujourd'hui, c'est des vrais chefs d'entreprise. Maintenant, il n'y a même plus de point de deal. On volait aussi au WhatsApp. Alors, quelle est la réponse? Elle doit être judiciaire, mais on manque de prison, on manque de policiers, on manque d'éducateurs. Je vais vous dire, on a une partie d'une jeunesse qui rouille au bas des immeubles, qui est en train de pourrir. Et je peux vous dire... Le maire de Limoges parlait même cette semaine d'enfants soldats du narcotrafic. Oui, enfants soldats. Je vous donne un principe. Je me suis retrouvé avec des jeunes de 12 ans. Le gamin, à 12 ans, il m'a dit, mon avenir, c'est simple. Me marier avec une influenceuse, finir avec une balle dans la tête ou aller en prison. À 12 ans, il gagnait 4 000 € par mois. Je fais quoi de ce gamin? Je le mets en prison? Non. La société, c'est éducation, prévention, répression. Donc il y a le feu
au pays France, parce qu'il y a tellement d'argent que ça va tout gangréner. Voilà mon coup de gueule. Merci beaucoup Patrick Vignal de ce coup de gueule et en effet d'une situation dont on a malheureusement beaucoup parlé ici sur Sud Radio parce que ce week-end, les feux étaient décidément absolument partout et notamment les conditions géographiques. C'est-à-dire ça ne touche plus la grande métropole, ça touche absolument toutes les villes et c'est une donnée importante. Votre coup de gueule aussi, Geneviève Kötzinger, c'est la situation inhumaine qu'endure depuis bientôt 3 ans le président du Niger. Absolument. Mohamed Bazoum, un président démocratiquement élu, un président intègre qui a été victime d'un coup d'État le 26 juillet 2023. J'en avais fait un coup de cœur chez vous à l'époque, le 31 août 2023. On va être 2 ans plus tard. Le 26 juillet, il va entamer sa 3e année de séquestration avec son épouse dans quelques mètres carrés dans le palais présidentiel de Niamey. Quelques mètres carrés de son ancienne résidence présidentielle. Et c'est quelque chose d'absolument monstrueux. C'est le seul chef d'État qui est dans ce type de situation aujourd'hui. La junte au pouvoir au Niger, c'est un fiasco total sur le plan sécuritaire, sur le plan économique, sur le plan d'un isolement diplomatique. Donc problème politique, mais aujourd'hui problème humanitaire pour cet homme. C'est juste insensé. La junte l'a longtemps considéré comme une espèce de bouclier, la garantie de sa sécurité. Aujourd'hui, c'est plus un bouclier, aujourd'hui, c'est plus un trophée, aujourd'hui, c'est une fragilité. La population au Niger est en train de se retourner et il y a urgence à le libérer. Et Geneviève Kötzinger, sur cette situation du président du Niger, on rappelle quand même qu'il y avait eu des discussions, rappelez-vous, entre Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy, au ce moment-là où l'ancien président avait dit il est inacceptable que la France laisse le président du Niger dans une telle situation. Donc on espère, à notre échelle, que ce coup de gueule va pouvoir faire réagir. Frédéric Vardon, coup de cœur ou coup de gueule, vous ? Moi, j'ai un coup de gueule. Sur la loi du plomb. Okay. Alors je vais pas rentrer dans les débats agriculteurs et tout, parce que je trouve qu'on est en train de scinder une partie de la population contre les agriculteurs et les agriculteurs contre la population. Enfin, je trouve ça complètement ridicule. Moi qui suis issu du monde agricole, je trouve ça complètement ridicule. Où j'ai un vrai coup de gueule, c'est que quand on décide de faire une loi aussi importante, qui a autant de conséquences, le minima, c'est que ce soit débattu à l'Assemblée nationale et que tous ces amendements débiles, certainement... Oui, parce que ça vient de là, il faut le dire. Non, mais et qui ont empêché ce débat. Je trouve ça assez incroyable. Enfin, je trouve ça dingue, moi. C'est quand même... voilà, moi, je trouve ça fou. Je trouve ça qu'il n'y ait pas eu de débat. Si quelqu'un arrive à comprendre quelque chose, ben, il est bien fort, parce que moi, j'ai rien compris. Est-ce que la loi du plomb, c'est simplement pour des céréaliers et le petit éleveur laitier qui a 40 vaches laitières, qu'est-ce qu'il fait, lui, au milieu de ses montagnes, au milieu de son pays d'Auge? Il fait quoi? Enfin, je trouve ça scandaleux, et encore plus scandaleux de comprendre que ça fait des années qu'on a interdit un pesticide, bonne à loi, pour dire on va protéger les abeilles qui sont quand même les pollinisateurs et qui nous permettent de vivre, je vois très bien, en se disant que nous on a fait ça et que les 26 autres pays ne l'ont pas fait. Et donc est-ce que le courage c'était pas de dire il faut arrêter d'importer des produits qui sont issus avec des pesticides comme nous l'avions interdit. En fin de compte, là, ce qu'on est en train de faire, on fait un recul de dingue en fragilisant et en scindant une partie de la société. Et je trouve ça vraiment scandaleux, et les parlementaires, qu'ils soient de droite, de gauche, du centre, ont été absolument pas du tout à la hauteur de leur boulot que de se dire on va pas faire d'amendement, on va débattre, parce que c'est un sujet essentiel pour la population. Le coup de gueule clair, net, précis de Frédéric Vardon, et décidément c'est un coup de gueule généralisé ce matin. Il n'y en a pas un qui voulait être positif, mais votre sujet crucial, Augustin Moriot, parce que c'est un coup de gueule qui concerne le nucléaire. Et c'est révélé par le Canard enchaîné. Révélation d'aujourd'hui du Canard enchaîné, alors qu'on ne pourra pas lire en kiosque puisqu'il y a une grève, mais n'hésitez pas à le lire sur le format numérique, c'est très 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 important. C'est l'histoire d'une lâcheté française et d'une hypocrisie américaine, et finalement c'est peut-être ça qu'il y a de cohérent dans le macronisme, c'est que comme d'habitude, sur le nucléaire, des revirements, et là c'est très très important, les États-Unis sanctionnent indirectement la France sur sa filière nucléaire via Framatome. Et il y a un accord secret entre Westinghouse et Framatome qui oblige Framatome à ne pas concurrencer Westinghouse sur le marché européen, donc sur le propre marché du pays, de la conviction de la souveraineté européenne d'Emmanuel Macron, nous ne pourrons pas concurrencer Westinghouse. Et donc un accord secret où nous pourrons, à la fin, il y aura évidemment sur injonction de Bruxelles sûrement une fusion ou une jeune venture entre les deux. Et c'est très important parce que c'est une perte de souveraineté absolument non négligeable, et que
sous prétexte, parce que ces sanctions sont liées au commerce avec la Russie, sous prétexte de se désengager de la dépendance russe, qui est évidemment un sujet primordial, mais c'est le premier acteur du nucléaire, on s'engage vers une autre dépendance, la dépendance américaine, qu'on a déjà via le gaz naturel liquéfié et qu'on est en train d'avoir sur le nucléaire, qui était le fleuron par excellence de la France, le vin, le nucléaire. Ça fait de mauvaises nouvelles pour aujourd'hui. Merci à tous. Geneviève Götzinger, présidente de l'agence Image, Frédéric Vardon, chef cuisinier. Je rappelle que vos établissements sont le 39.5 et le Café Max. Augustin Moriot, journaliste au Figaro TV. Patrick Vignal, ancien député Renaissance de l'Hérault. Merci d'avoir été sur Sud Radio pour mouvementer ces débats pendant près d'une heure et demie. C'est toujours un plaisir de vous accueillir. Dans un instant, évidemment, le flash, la météo, le camarade Joseph Ruiz pour faire le tour du Tour. Ça concerne le Tour de France. Et puis on parlera des relais. Vous connaissez forcément ces collectes de vêtements. Mais figurez-vous qu'ils sont peut-être en train de mettre la clé sous la porte. On accueillera son président pour qu'il nous fasse un état des lieux avant qu'à 12h30 on se plonge dans cet enjeu politique mais aussi concret qui est la loi audiovisuelle. Débat entre les deux sénateurs qui sont au cœur de ce projet. Vous êtes bien sur Sud Radio et on revient dans quelques instants. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.